Chariot de Gédéon, c'est donc le nom de cette opération terrestre qui a été lancée hier par l'armée israélienne à Gaza. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur la chaîne I24, je vous le disais, sur LCI, et qu'on retrouve aussi tous les lundis dès 8h30, à partir de 8h30 sur Radio J. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors effectivement, on parle de cette opération terrestre. Alors c'est une opération qui se déroule à la fois via les airs et sur la terre. Qu'est-ce qu'elle implique concrètement ? Qu'est-ce qui a changé en fait depuis hier, Raphaël ? Alors, c'est une opération préparatoire à une offensive majeure qui comportera 5 divisions qui sont déjà plus ou moins opérationnelles autour de la bande de Gaza. 5 divisions qui vont attaquer donc toute la bande de Gaza simultanément, nord, centre et sud. La nuit dernière, Tsahal s'est concentré sur la région de Khan Younis, mais il y a aussi des attaques sur Dir el-Balah au centre et Djebalia au nord. Et donc, on prépare sur le plan opérationnel des corridors par lesquels les troupes massives de Tsahal, surtout inclus des blindés. Je rappelle que le nouveau chef de l'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, est un ancien des blindés, un chef des blindés, et qu'il va utiliser beaucoup plus les forces terrestres que ses prédécesseurs, avec 3 axes qui vont couper la bande de Gaza en 4 zones séparées, 4 zones qui seront morcelées de façon à ce que le Hamas ne puisse plus contrôler la bande de Gaza, il soit réduit par parcelles seulement un contrôle partiel donc de la bande de Gaza. Ça, c'est le plan principal. Évidemment, le but, c'est d'exercer une pression militaire telle on pourrait espérer voir le Hamas enfin plier genoux et accepter de libérer des otages. C'est en tous les cas ce qui est tenté aujourd'hui et depuis hier au Qatar, c'est-à-dire de dire au Hamas, cette fois-ci, c'est pas du bluff. Si vous ne libérez pas des otages, si vous n'acceptez pas un cessez-le-feu ou même une fin de la guerre, mais à condition que vous désarmiez complètement, eh bien, nous mènerons une offensive extrêmement violente et brutale sur la bande de Gaza. Alors la libération des otages, évidemment, c'est une des priorités, mais on a quand même entendu hier les familles d'otages, on a lu ce rapport d'experts israéliens qui a été publié, qui a mis en garde justement contre les dangers pour les captifs de l'intensification de ces opérations militaires à Gaza. Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes et ces critiques, Raphaël ? Oui, absolument, et je signale que le chef de l'état-major de Tsahal lui-même, il y a un mois, en annonçant cette offensive, a dit qu'elle serait dangereuse pour les otages, mais que c'était un risque à courir en l'absence d'autres solutions, que c'était la solution de la dernière chance, qu'elle soit très risquée effectivement pour les otages. Moi, mon seul bémol à cette opération, c'est qu'elle va prendre du temps. Il se peut qu'en fin de compte, on arrive à faire plier le Hamas, mais ça va prendre au moins des semaines que les otages n'ont pas. Les otages n'ont plus ce temps que cette opération va prendre, à mon avis. C'est donc là où le bas blesse. Alors dans le même temps, on a appris hier, le cabinet de sécurité a donné son feu vert à la reprise de l'aide humanitaire à Gaza. Elle avait été stoppée, donc là elle reprendra, mais c'est aussi un risque que prend Israël. On sait que le Hamas pille cette aide humanitaire, Raphaël. Oui, alors ça, c'est aussi le risque à prendre. D'un autre côté, on ne peut pas se permettre d'avoir une crise humanitaire dans Gaza. Ça ne sert à rien. C'est contre-productif pour Israël. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais les otages, on n'a donné aucune aide humanitaire. Ils n'ont pas eu à manger, ils n'ont pas eu de médicaments. Pourquoi se comporterait-on de cette manière avec les gens de Gaza, etc., etc. Alors, je dis et répète, ce n'est pas bon pour Israël qu'il y ait une crise humanitaire, ce n'est pas bon sur le plan militaire, ce n'est pas bon sur le plan diplomatique, bien sûr. Il y a des membres du gouvernement qui s'opposent ailleurs à ce renouvellement de l'aide. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a décidé, sans vote, d'accepter, parce qu'il a subi des pressions évidemment très fortes de Washington. Le chef de l'état-major de Tsahal, je le cite à nouveau, est en faveur de reprendre cette aide humanitaire, mais sous certaines conditions, c'est-à-dire effectivement éviter que le Hamas puisse s'accaparer des convois de ravitaillement,
et que ce soit fait par des organisations non gouvernementales ou des compagnies privées sans impliquer les soldats de Tsahal, ça mettrait leur vie en danger. Pas question de risquer la vie des soldats de Tsahal dans cette aide. Ils assureront juste la sécurité autour des zones dans lesquelles on amènera du ravitaillement, mais eux-mêmes ne feront pas partie de l'opération de ravitaillement. Alors je voulais aussi, Raphaël, on va rester sur le terrain sécuritaire. Ça s'est passé cette semaine, l'assassinat de cette femme enceinte, Tséla Guez, en Judée-Samarie. Elle se rendait à l'hôpital avec son mari pour accoucher, donc elle était enceinte de 9 mois. Son bébé a été sauvé in extremis. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures. Quelle est la situation en Judée-Samarie? Est-ce qu'on est proche d'un embrasement régional peut-être, Raphaël? Non, je ne pense pas. Je pense que la situation en Judée-Samarie est sous contrôle. Elle est explosive, en effet. Elle pourrait exploser à tout moment, mais c'est pas nouveau. Ça fait des mois, sinon des années, que c'est le cas. Tsahal et le gouvernement israélien sont conscients du danger. Mais le terroriste n'a pas encore été rattrapé. Dans ce cas précis, non. On pense savoir qui il est. On essaie de le débusquer. Je pense qu'on finira par le débusquer. Ce qui évidemment ne supprimera pas l'horreur de la tragédie qui a été perpétrée. Et donc il y a une poigne de fer de l'armée du Shin Bet sur la Judée-Samarie. Malheureusement, il n'y a pas de sécurité à 100%. De temps en temps, il y a un attentat qui réussit sur des dizaines qui sont déjoués. Alors, on reste d'ailleurs dans cette zone avec cette barrière de sécurité high-tech qui sera bientôt construite le long de la frontière avec la Jordanie. C'est un plan qui a été approuvé hier par le cabinet de sécurité israélien. Est-ce bien nécessaire de faire ces travaux, Raphaël, selon vous? Absolument pas. Ça coûte des milliards. Ça a coûté des milliards pour en faire une entre la Judée-Samarie et Israël, pour en faire une autour de Gaza. On creuse profond et ça ne marche pas. C'est aberrant de voir, mais regardez Donald Trump lui aussi pour un mur de sécurité avec le Mexique. Or, ces murs de sécurité ne marchent pas pour une simple et bonne raison. Ils demandent un entretien extrêmement rigoureux qui n'a pas lieu. Et donc, on voit que ça a été le cas le 7 octobre. Hein. Il y avait une barrière de sécurité soi-disant, mais elle n'était pas entretenue. Et c'est ce qui va se passer parce que c'est pas possible d'entretenir des centaines de kilomètres ainsi de barrières de sécurité dans tout Israël. Il faudrait pour cela des centaines au moins d'employés qui seraient occupés à seulement cela. Il n'y a pas le budget pour ça. Alors construire quelque chose qu'on ne peut pas entretenir ensuite et qui n'a pas d'ailleurs fait ses preuves au fil des années me paraît une aberration. Mais voilà, ça a été décidé par de plus intelligents que moi apparemment. 1,4 milliard de dollars quand même, des travaux qui vont durer apparemment 3 ans. Vous parliez de Donald Trump, alors il nous reste 3 minutes Raphaël, et je voulais vous faire réagir. Donald Trump, sa tournée au Moyen-Orient, il était en Arabie Saoudite, il était aux Émirats Arabes Unis. On a beaucoup entendu ces derniers jours dire qu'Israël finalement avait été un peu exclu de cette tournée. Ou alors est-ce que c'est Israël, est-ce que c'est Benyamin Netanyahou? Quelle est votre analyse à vous, Raphaël? Alors, d'abord, le voyage de Donald Trump, c'est un voyage business. Donc, Israël n'était pas nécessairement dans le coup parce que c'était un voyage où Donald Trump allait faire les courses au pétrole et au pétrodollar. Donc, il a fait ce voyage business, il a ramassé tous les milliards de dollars qu'il voulait ramasser. On n'avait pas une nécessité d'impliquer Israël là-dedans. Le soutien à Israël continue. Les armements, les munitions dont Israël a besoin sont fournis sans problème par les Américains, avec un soutien tacite logistique. Là où Israël peut s'inquiéter, c'est par rapport à l'Iran, c'est-à-dire le flirt de Donald Trump avec les Iraniens, le flirt aussi peut-être de Donald Trump avec le nouveau dirigeant en place à Damas, et puis le fait qu'il a arrêté les combats contre les Houthis du Yémen. Donc ça peut inquiéter Israël. Ce sont des choses à débattre entre Jérusalem et Washington, mais je ne pense pas qu'il y ait une baisse du soutien américain à Israël. Il y a juste, et c'est normal, même entre amis, il y a parfois des divergences et on n'est pas d'accord sur tout. Et là, c'est le cas.
eh bien, ça se résoudra plus ou moins entre Jérusalem et Washington. J'en suis absolument certain. Je ne doute pas un moment du soutien américain, bien qu'il y a des erreurs qui puissent être commises. Et Donald Trump est en train de commettre une grave erreur dans ses négociations avec l'Iran. Une normalisation par ailleurs entre la Syrie et Israël. Est-ce qu'on va bientôt voir l'émergence de nouveaux accords Abraham entre justement Damas et Jérusalem ? Non, je ne pense pas qu'il y aura une normalisation, car c'est quand même un régime dont il faut se méfier. Mais par contre, il y aura des arrangements sécuritaires. Ils sont déjà d'ailleurs plus ou moins existants sur place. Al-Julani, le dirigeant à Damas, a bien compris qu'il y avait des régions du sud de la Syrie où il n'était pas bon qu'ils mettent les pieds et qu'elle laisse Assad s'occuper de la sécurité dans ces régions. Je pense qu'il y a des pourparlers, d'ailleurs ils existent, discrets, entre Damas et Jérusalem, pour éviter un conflit, pour éviter un embrasement. Cela ne veut pas dire qu'on va du jour au lendemain faire confiance aveuglément à un ancien commandant d'Al-Qaïda. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce regard sur l'actualité. Raphaël Jérusalemi, qu'on retrouve évidemment chaque lundi matin et en podcast sur radioj.fr, mais également sur notre chaîne YouTube Radio J. Merci Raphaël, je vous dis à la semaine prochaine.